Bonjour, bonjour, on lâche pas. Passe à travers l'après-midi. Vous avez tous repris du café. C'est bon? Donc, pour ceux en ligne ou en tout cas les gens qui ne m'ont pas vu présenter cet avant-midi, je me représente. Moi, c'est Marie-Michel Laure. Je suis professeure au département d'ergothérapie de l'UQTR et l'ensemble de mes projets de recherche sont réalisés dans le domaine de la gérontologie sociale. Là, je suis mélangée, on dit gériatrie sociale depuis gérontologie sociale. Et en fait, je réalise la majorité de mes projets de manière partenariale, c'est-à-dire avec un ou de multiples partenaires dans des projets qui proviennent des besoins du terrain. Donc, c'est le cas de ce projet-ci. En fait, je mets peut-être rapidement la table sur le projet et son contexte pour ensuite plonger dans les données. En fait, le projet de recherche, c'est une demande qui provient du terrain. C'est le CHSSN, qui est un réseau, en fait, qui soutient les personnes aînées de langue minoritaire à travers le Canada. Donc, quand ils travaillent avec des organisations, par exemple, dans les territoires anglophones, ils soutiennent davantage, par exemple, les personnes aînées de langue française. Ici, c'est davantage les aînés anglophones et d'autres langues, mais principalement les personnes aînées anglophones au Québec. Et il y avait ils ont nommé un besoin. En fait, ils sont allés vers les équipes de recherche pour mieux comprendre, en fait, les défis et les besoins des personnes aînées anglophones en regard du maintien de leur santé et de leur bien-être. Et c'est pourquoi on a décidé d'embarquer avec eux pour les accompagner dans la documentation de ces enjeux et de ces barrières au soutien au bien-être. Pourquoi je vous mets la table de cette manière? En fait, par manière de transparence. C'est un projet qui a été mené assez rapidement, mais de manière assez exceptionnelle pour les chercheurs dans la salle. Là, pour vous donner une idée, c'est un projet en l'espace de 4 mois, là, tout était bouclé là, en termes de recrutement territorial. Tout ça. Ouais, c'est ça, j'en ai qui vont, mon Dieu. Mais ça venait aussi avec cette idée qu'il fallait sortir les données assez rapidement parce que c'était un financement qui venait de Santé Canada qui voulait des réponses à ces questions, probablement dans certaines orientations qu'il allait donner. Et donc, pour moi, pour ça que toute la mise en garde est là, pour moi, c'est comme un premier pas de compréhension. Je n'ai pas la prétention de dire qu'ici, c'est exhaustif comme compréhension, mais au moins un premier pas qui a aidé, j'imagine, dans les réflexions de Santé Canada dans ces perspectives-là. Mais on a nommé au CHSSN et qui était très ouvert à dire bien, ça serait bien de faire d'autres pas pour comprendre davantage la diversité dans ces parcours-là que je vais vous raconter et aller plus en profondeur. Mais bon, je vous présente ce premier pas aujourd'hui. Quelques éléments que l'on sait par rapport aux personnes aînées anglophones au Québec. En fait, on sait bien évidemment que, en regard de tout ce qu'on a dit depuis le début de la journée, ce n'est pas toutes les personnes aînées anglophones qui vont vivre les mêmes enjeux, les mêmes défis et les mêmes besoins par rapport à leur santé. En fait, ça s'explique de plein de façons, notamment le fait que les personnes aînées en zone rurale ou urbaine vont vivre des réalités très différentes. Vous allez voir qu'on a décidé, on n'a pas pu faire dans cette recherche-ci beaucoup d'analyses très différenciées selon, par exemple, le genre et tout ça, mais on a quand même décidé de porter un regard spécifique à ce que les personnes aînées vivaient en milieu rural, en région éloignée et en région davantage urbaine. Et là, je me rends compte, travaillant sur un Mac, ma belle mise en page est défaite un petit peu, mais c'est pas grave, vous me le pardonnerez. Donc, ce qu'on connaît, c'est qu'au Québec, les adultes anglophones âgés de plus de 65 ans représentent 15,4 de la population anglophone totale et jusqu'à 30,5 dans les régions rurales et éloignées, donc une proportion un petit peu plus importante. Les personnes aînées d'expression anglaise du Québec sont confrontées à plusieurs difficultés qu'on connaît déjà pour accéder aux services sociaux et de santé. Les trois qui sont le plus documentés dans la littérature à ce jour sont les suivants, c'est-à-dire une insuffisance de l'offre de services en anglais, donc d'être capable d'avoir une offre de service, que ce soit des organismes communautaires ou du réseau, qui peut être offert dans leur langue. La méconnaissance des services disponibles en langue anglaise, notamment des organismes de référence vers des ressources qui ont de la difficulté à avoir cette information de est-ce que le service peut être offert en anglais, est-ce qu'il y a une certaine modulation du service dans la langue de la personne. Et bien évidemment, ben là, ce n'est pas très surprenant, des barrières linguistiques lorsqu'ils sont en interaction avec les personnes du réseau. Vous allez voir, ça a été. Hey, ça, c'est perturbant. Y a-t-il quelqu'un qui l'a nommé à date le photographe? Là? Salut! C'est quand même quelque chose.
quand on est à l'avant. Bon, je reprends. Donc, il y a 73 des personnes anglophones au Québec qui ont mentionné avoir de la difficulté à obtenir des services de santé dans leur langue de leur choix. Donc, à partir d'une recherche dans la littérature scientifique, le CHSSN, qui est le collaborateur de ce projet, avait créé en 2019 un modèle pour soutenir les actions communautaires qui favorisent la santé et le bien-être des personnes aînées d'expression anglaise au Québec. Et comme je le dis d'entrée de jeu, c'est vraiment à partir de la littérature que ce modèle a été produit. Donc, une de leurs premières préoccupations lorsqu'ils sont venus vers nous, puis vous pouvez le trouver là, sur leur site Internet très facilement, là, ce modèle, une de leurs premières préoccupations, c'était qu'il n'avait pas été fait avec des personnes aînées ni validé par des personnes aînées anglophones. Donc, ça a été une de leurs demandes là, dans ce projet d'aller à la rencontre des personnes aînées pour regarder avec eux est-ce que ce modèle fait du sens. Vous voyez, en fait, dans le modèle, c'est un modèle qui indique qu'il y a 5 besoins prioritaires des aînés d'expression anglaise au Québec. Le premier, c'est la santé et les services sociaux, donc d'avoir accès à ces services. Ensuite, la promotion de la santé et la prévention, le soutien à domicile et les conditions de vie qui sont dignes, la réduction de l'isolement, supporter les personnes proches aidantes. Donc, c'est leurs 5 là, que vous voyez en haut du cercle là, qui ont été identifiés. Et un de leurs axes principaux, c'était de se demander si ces priorités-là étaient correctes, considérant, comme je vous dis, qu'ils ne venaient pas des personnes elles-mêmes. Ce que l'on connaît moins par rapport aux personnes aînées anglophones au Québec, c'est le point de vue de ces personnes elles-mêmes par rapport à l'accès aux services de santé qui leur permettent de maintenir leur bien-être. Donc, il y a beaucoup d'éléments que je vous ai présentés tantôt en termes de statistiques et tout ça qui sont pigés davantage auprès des intervenants. Donc, vous, qu'est-ce que vous constatez chez votre clientèle, par exemple, ou auprès des gens qui œuvrent dans des organismes de référencement ou encore auprès de statistiques publiques. Donc, peu de projets qui ont permis de donner la voix aux personnes aînées anglophones elles-mêmes sur leur propre parcours de santé. Ensuite, on connaît moins aussi les facteurs relatifs à l'intersectionnalité et les déterminants sociaux qui affectent le maintien de la santé pour les personnes aînées anglophones. C'est très peu documenté ici au Québec. Donc, le projet de recherche qui a été mené, en fait, c'était sur la base de multiples perspectives et expériences des personnes aînées d'expression anglaise du Québec vivant dans la communauté. Un projet de recherche a été réalisé en 2024 qui visait 3 objectifs. Le premier, c'était de dresser un portrait des besoins qui sont associés au maintien de leur santé et leur bien-être. Ensuite, le deuxième, c'était d'identifier avec eux les priorités quant aux améliorations possibles dans le secteur de la santé pour améliorer leur bien-être. Et finalement, dans une troisième perspective, c'était de revoir avec eux le modèle déployé et développé par le CHSSN pour être certain que celui-ci s'arrime réellement avec leurs besoins. La méthodologie qui a été employée était mixte, c'est-à-dire qu'on a fait ça a été fait dans un temps, comme je vous disais, record. Là, donc, vous allez voir les stratégies déployées. En fait, on a utilisé un questionnaire en ligne dans l'objectif d'aller recueillir la perception du plus grand nombre possible. Le questionnaire, il y avait 10 questions qui étaient tant des questions là, davantage fermées pour cocher, mais il y avait aussi plusieurs questions à développement, donc qui nous ont permis quand même d'avoir accès à des données là, plus élaborées. Donc, il y avait des éléments sociodémographiques qui étaient demandés. Ensuite, des questions qui portaient sur l'utilisation des services communautaires et de santé. Donc, quels services étaient utilisés, à quel point vous vivez des enjeux dans ces services-là et tout ça. Les défis rencontrés pour accéder et utiliser les services, des priorités pour l'avenir et la perception du modèle du CHSSN que je vous ai présenté un peu plus tôt. Ensuite, au niveau de la deuxième phase, on a fait des groupes de discussion focalisés. On a fait 3 groupes de discussion focalisés. Et là, c'est là qu'on a davantage été chercher là, les perspectives dans des régions rurales, urbaines et bon, éloignées. On était censé aller sur la côte nord. Bon, pour vous donner la petite histoire, l'avion à hélice qui avait été mobilisé pour notre équipe a été annulé pour cause de mauvaises températures. Et c'est une réalité qui vit dans les régions éloignées. Là. On ne pouvait même pas se rendre à eux pour le focus group, considérant cette particularité. Donc, on a fait Gaspésie, Lanaudière et Montréal. Les groupes de discussion focalisés étaient structurés en 2 parties, c'est-à-dire qu'on leur demandait justement les défis, besoins et priorités pour l'avenir. Et finalement, on explorait avec eux le modèle du CHSSN qu'on avait imprimé, puis qu'on vraiment on commentait, on bonifiait ensemble pendant les focus groups. Donc, au niveau des résultats, les participants, en fait, le questionnaire en ligne a réussi à rejoindre
un peu plus d'un mois et demi, environ 565 personnes aînées, âgées entre 65 et 85 ans. Puis là, je vous épargne toutes les statistiques là, du questionnaire, mais je vais vous faire ressortir quelques éléments clés. Donc, la plupart des participants venaient des régions urbaines et rurales. Il y avait, en fait, pas de personnes qui se sont identifiées comme venant de régions éloignées. On connaît la fracture technologique dans ces régions-là, peut-être qu'il a contribué à ça. Ensuite, les groupes de discussion focalisés ont rejoint 34 participants, 26 femmes et 8 hommes, 13 en Gaspésie, 8 dans la région de Lanaudière et 13 dans la région de Montréal. Dans la région de Montréal, en fait, le groupe était constitué notamment de personnes aînées anglophones qui étaient associées à un organisme au niveau LGBTQ+. Et on n'a pas fait de traitement de données spécifiques à ce niveau-là, mais ma collègue qui travaille spécifiquement sur ces enjeux va revoir les données là, à la lumière de peut-être ces éléments intersectionnels-là. Donc, petit résumé des résultats. Premièrement, les services qui étaient utilisés par les personnes aînées rencontrées pour maintenir leur santé et leur bien-être. Déjà en partant, là, ce que je vais vous dire, c'est que les résultats que je vous présente, c'était hyper difficile pour les participants de dissocier, mais pas dissocier, mais faire une distinction entre qu'est-ce qu'ils vivent comme aînés anglophones, donc vraiment associés à leur langue, et qu'est-ce qu'ils vivent comme personnes aînées. Donc, il y a beaucoup de nos discussions qu'on accueillait et qu'on documentait, mais qui étaient vraiment relatifs à ce que les personnes vieillissantes vivent et qui sont documentées très bien dans la littérature. Et on essayait quand même de pousser les discussions ou dans le questionnaire d'avoir vraiment des spécificités à savoir, oui, mais la langue, à quel point vous sentez que ça fait une influence sur cet enjeu-là. Et ça a été quand même compliqué pour les gens de nommer ça. J'ai tenté pour les besoins de la présentation de vraiment ressortir, parce que le rapport fait état de, même si c'était des enjeux plus associés au vieillissement en général, on les a indiqués parce qu'on trouvait ça intéressant de sensibiliser, peu importe, la Santé Canada sur ces éléments-là. C'est jamais mauvais de répéter. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment aussi des éléments plus spécifiques à la langue, c'est ceux-là que je vous présente aujourd'hui. Mais si vous voulez voir le rapport plus détaillé, là, il est disponible en ligne sur le site du CHSSN. Donc, les services utilisés par les personnes aînées rencontrées pour maintenir leur santé et leur bien-être dans toutes les régions, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils ont davantage de proximité avec leurs médecins de famille, infirmières spécialisées, services communautaires qui étaient très utilisés et aide de la part de bénévoles. Donc, rien de très surprenant ici. Dans les milieux urbains, et là était une distinction intéressante, il y a des hôpitaux anglophones. Hein? C'est peut-être leur chance, je dirais, qu'ils ont. C'est-à-dire que vous allez voir après, il y a peut-être moins d'enjeux qui sont vécus par rapport à l'accès aux services en langue anglaise parce qu'il y a des hôpitaux anglophones sur le territoire de Montréal, ce que ne pouvaient pas avoir accès les gens en région rurale et éloignée. Donc, au niveau rural, c'était davantage un accès aux pharmaciens de la communauté. Ça a été un acteur là, qui a été souligné comme étant essentiel et très utilisé dans la région là, qui a été visitée. Puis dans les questionnaires, c'est ressorti aussi. Les pharmaciens ont vraiment cette proximité-là, plus facile de parler dans la langue, puis ils se sentaient moins stigmatisés avec ces professionnels-là. Et ensuite, dans les régions éloignées, c'est les urgences de l'hôpital et le support des proches aidants principalement. C'est vraiment ça. C'est par pour entre eux là, qui reçoivent le plus d'entraide par rapport à leurs besoins de santé dans leur langue. En termes de défis pour le maintien de la santé et du bien-être, vous voyez ici les différents éléments qui sont ressortis du questionnaire. Donc, vous voyez ici, ça c'est en pourcentage, là, les personnes répondantes en région rurale avaient deux difficultés majeures là, qui ont été, deux défis majeurs qui ont été soulignés. Donc, la difficulté à obtenir des soins et services dans sa langue et la difficulté à accéder à des services près du lieu de résidence. Parce qu'ils préféraient, puis là, vous allez le voir dans les focus group, on a un verbatim assez intéressant à ce niveau-là. Ils préféraient faire beaucoup de routes pour avoir des services en anglais pour certains services spécifiques que de l'avoir en proximité. Déjà qu'en région rurale, les proximités de services sont plus compliquées, mais ils préféraient faire énormément de routes pour avoir accès à un service où ils se sentaient compris malgré la distance. En région urbaine, c'était vraiment difficulté à obtenir des soins et services dans sa langue qui a été davantage souligné. Et en région éloignée, c'est sentir que la personne que je rencontre ne comprend pas mes besoins. Donc, ça a été beaucoup ressorti du questionnaire dans les régions éloignées de dire, bien, je sens que la personne ne comprend pas du tout ce que je suis en train de raconter, en fait. Ne comprend pas les nuances. C'est beaucoup dans ça. Dans le questionnaire, là, ce qui est revenu beaucoup dans les écrits, dans les questions ouvertes, c'était vraiment ces questions de nuances
par rapport à ses problèmes de santé. C'est-à-dire, quelqu'un va aller dire, je me sens pas bien, ça va être compris, j'ai besoin de tel service, ça va être compris, mais d'expliquer les nuances d'une condition de santé, de tes stress, de tes angoisses et tout ça, ça a vraiment ressorti souvent de dire, ben vraiment, je sentais que dans la subtilité humaine, là, j'arrivais pas, en fait, dans ma langue seconde à expliquer ça. Et plus les gens vieillissaient, donc on faisait une corrélation avec l'âge, plus ces discours-là ressortaient parce qu'ils nous mentionnaient que c'était de plus en plus difficile, en fait, finalement, d'utiliser leur langue seconde. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, c'est plutôt rare. Il y en a encore beaucoup, mais les aînés anglophones, là, ils ne parlent pas unilingue anglais nécessairement. Ils sont capables, dans une certaine mesure, de se débrouiller en français. Mais quand ça a rapport à expliquer ton problème de santé, puis vraiment la complexité de ton parcours, hein, on l'a vu depuis ce matin, comment un parcours de vieillissement peut être complexe puis peut être affecté par plein de choses. Mais là, il n'arrivait pas à avoir accès à ce discours-là puis à l'expliquer aux professionnels qui le soutiennent. Les défis pour le maintien de la santé et le bien-être qui ont été ressortis dans les groupes de discussion focalisés pour les biens de la présentation aujourd'hui, je les ai ressortis en 4 catégories. Donc, le premier, c'est d'avoir des soins et services accessibles dans sa langue. Ensuite, le deuxième, c'est construire une relation de confiance, une relation thérapeutique avec nos intervenants. Ensuite, il y a le défi associé à l'intersectionnalité et finalement la terreur des soins de longue durée. Donc, je vais vous les expliquer un peu plus en détail en termes de catégories. Donc, le premier, c'est les soins et services accessibles. C'est, comme je vous disais, une quête de longue distance. C'est-à-dire que, puis ici, j'ai une citation que je trouvais vraiment intéressante qui provient du groupe qu'on a fait en Gaspésie. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont allés en vacances en Gaspésie ou qui habitent proche de là. C'est pas très loin du Nouveau-Brunswick. Et on a fait, en fait, si vous connaissez la Gaspésie, on l'a fait à l'entrée de la Gaspésie, là, notre groupe de discussion focalisé. Et à cet endroit-là, il y a un pont qui mène au Nouveau-Brunswick, juste très proche de là. Et il y a des participants qui disent, c'est simple, on va te le résumer en une phrase, we need to cross the bridge. C'est la façon qu'ils font pour avoir accès à des services qu'ils jugent de qualité, pas juste parce qu'ils préfèrent parler en anglais, mais juste pour dire, hey, moi, ça vaut la peine de traverser au Nouveau-Brunswick pour aller chercher mes services de santé là, juste parce que je me sens plus compris, moins jugé. Donc, plein de raisons. Mais il disait, écris ça en titre de ton rapport, We need to cross the bridge, puis on va voir qu'au Québec, on a besoin de se mobiliser dans ces perspectives-là. Je trouvais ça intéressant quand même. Donc, les personnes aînées des régions éloignées signalaient que face à des services locaux en français qui ne répondent pas à leurs besoins, ils préfèrent voyager plusieurs heures pour consulter des médecins anglophones. Donc, comme ici, je préfère faire 1 heure de route et avoir accès à un médecin qui prend le temps de s'occuper de moi et surtout de me comprendre. Beaucoup d'entre nous préfèrent se rendre au Nouveau-Brunswick plutôt qu'un hôpital proche de chez nous afin d'être mieux compris et mieux accueillis. Ensuite, par rapport à la construction, plus ma gestionnaire du temps, je la cherche du regard. Là. Salut! OK. Construire une relation thérapeutique. Donc, de nombreuses personnes aînées ont exprimé leur frustration face au manque d'accès des services en anglais, en particulier dans les CLSC. Les nombreuses personnes participantes ont signalé des difficultés à exprimer efficacement leurs besoins. Et ils sentaient que les professionnels étaient soit réticents, soit incapables de fournir des services, ce qui les brimait d'en créer une relation de confiance avec eux. D'abord, ça partait du sentiment de « il ne me comprend pas », donc comment on va créer une relation de confiance. Puis après, ça allait plus loin en termes de « ils se sentaient jugés comme s'ils ne se forçaient pas ». Pour parler en français, alors que des fois, ils étaient juste incapables de l'expliquer dans une autre langue. Il est arrivé qu'un professionnel me dise qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Imaginez un médecin qui n'a pas le temps de prendre le temps de me comprendre. En fait, les participants de ce groupe de discussion-là nous ont expliqué que ça leur est arrivé à multiples reprises qu'un médecin leur dise « ben moi, ici, c'est une province francophone, donc je te demanderais de quitter. Moi, je n'ai pas le temps pour... On n'a pas de traducteur ici, par exemple. » Donc, c'était assez difficile pour eux. Ensuite, au niveau de quelques statistiques du questionnaire, pour avoir accès à des services de santé et des services sociaux en anglais au Québec, vous voyez ici, la majorité des gens disaient, tant en région rurale urbaine qu'éloignée, certains services sont difficiles d'accès, mais ce n'était pas la majorité là, qui disait c'est toujours difficile d'avoir accès. Donc, il y a quand même certains services accessibles. Les défis associés à l'intersectionnalité, en fait, il y a l'absence d'accommodement linguistique qui laissait souvent les participants avec le sentiment d'irrespect et d'impuissance. Les expériences de déshumanisation constituaient le thème récurrent des participants.
Il décrivait fréquemment des attitudes condescendantes, infantilisantes de la part des prestataires de services dans les 3 milieux rencontrés. Et il disait que c'est comme si le fait d'être et vieillissant et anglophone et parfois de la communauté LGBTQ, c'était comme si ça venait s'ajouter tout ensemble. Vous voyez ici dans les verbatims, il nous traite comme des enfants. C'est encore pire quand j'essaie de m'exprimer en français pour me faire comprendre. Avec mon accent, c'est comme s'il était encore plus convaincu que je ne suis pas capable de comprendre ce qu'ils sont en train de me dire. Donc ici, des enjeux de justice épistémique, là, selon moi, c'est-à-dire que de reconnaître le savoir puis la valeur de la parole de la personne, c'est comme si on se dit, bof, ça ne vaut pas la peine, il ne me comprendra pas. Puis c'est exacerbé par le fait qu'ils, des fois, ils n'ont pas un français vraiment super bien maîtrisé. Ils vous font sentir diminué, je suis vieux et j'ai du mal à m'exprimer. Imaginez donc ça. J'étais incompréhensible. J'avais l'impression que c'était pas facile de parler, que je ne valais pas la peine qu'on prenne le temps de m'expliquer les choses et de me comprendre. C'est des exemples de choses qu'ils nous ont dit. Au niveau de l'intersectionnalité dans le questionnaire, en fait, ce qui a été mentionné, bon Dieu, il y a une donnée choc de l'autre bord. Ce qui a été mentionné, en fait, c'est que vous voyez ici là, les principaux éléments qui ont été associés aux difficultés d'avoir des services de qualité selon eux, en plus de la langue, qui bien sûr a été mentionnée de manière assez forte, là, 253 répondants. Mais on voit ici qu'il y avait aussi justement en lien avec l'âge et en lien avec les conditions chroniques. Puis il y avait des participants qui nous mentionnaient avoir toutes ces conditions à la fois, donc ça devenait quand même assez compliqué. Pour la terreur des soins de longue durée, en fait, c'est que pour les personnes aînées, puis ça, c'est probablement l'élément qui m'a le plus touché. Il y en a beaucoup qui nous ont dit c'est impossible de recevoir des soins de fin de vie dans ma langue et ne serait-ce que de mentionner mes désirs de fin de vie dans ma langue. Et ça venait vraiment chercher les gens. Il y en a plusieurs qui ont pleuré en racontant ça à notre groupe de discussion parce qu'ils disaient hey, s'il y a bien quelque chose que je veux être sûr que la personne me comprenne, c'est la manière dont je veux mourir, mais c'est aussi la manière dont, après ça, ma succession va être prise en compte. Et tout ce qui a rapport à la mort, à la fin de vie, c'est comme si c'est évacuer des préoccupations de s'assurer qu'on a bien compris cette personne-là. J'imagine que ça s'applique à tous les gens de minorité linguistique. Là. Et ce n'est pas un service qui est couvert nécessairement. Donc, les personnes, il fallait qu'ils paient des montants assez importants, ne serait-ce que pour faire traduire des documents légaux de fin de vie, tout ça. Puis, ils disaient, ben, s'il y a bien un document que je veux comprendre, c'est celui-là. Donc, c'était vraiment quelque chose qui venait beaucoup les affecter. Est-ce que je pourrais bénéficier d'un accompagnement renforcé de fin de vie en anglais? À une étape aussi importante, j'entends dire qu'il est parfois difficile de dicter nos dernières volontés en anglais. Imaginez ne pas être capable de comprendre les instructions de fin de vie. C'est impossible. Donc, il y avait beaucoup cette erreur que leur vision des centres d'hébergement était déjà assez teintée du discours social négatif à l'endroit de ces établissements-là. Ils se disaient, si en plus, je ne peux pas me faire comprendre dans l'établissement, puis si en plus, vers la fin, mais là, je ne peux pas dire qu'est-ce que je veux. C'était comme des étages qui se rajoutaient. Les besoins et les priorités, vous les voyez ici, ce n'est pas si différent. Ça a vraiment été lié aux enjeux, bien entendu, qui ont été nommés. Donc, par exemple, d'obtenir des services légaux en anglais relatifs aux soins de fin de vie, augmenter les ressources humaines et financières pour les organismes communautaires qui sont impliqués auprès du soutien des personnes aînées anglophones. Ils trouvaient que ça aidait énormément. Augmenter la reconnaissance des personnes proches aidantes qui peuvent faire le lien notamment avec des intervenants par rapport à nos besoins dans notre langue. Sensibiliser les professionnels à la déstigmatisation par rapport à la langue. Ce n'est pas qu'on ne veut pas parler en français, mais des fois, on n'est plus capable vers la fin. Je termine avec ça ici. En fait, le modèle pour promouvoir la santé et le bien-être en termes de résultats, 85 des répondants ont identifié que les priorités sont appropriées dans le questionnaire. 23 ont suggéré d'ajouter les soins de longue durée et de fin de vie aux priorités dans le but de l'accès à un soutien juridique en anglais. 13 ont suggéré d'ajouter la prévention de la maltraitance envers les aînés sous toutes ses formes, y compris la maltraitance organisationnelle dans les soins de longue durée. Donc, c'est très maltraitance individuelle pour l'instant, puis ils voulaient qu'on ajoute vraiment la notion de maltraitance organisationnelle. En termes de focus group, les participants ont considéré les catégories appropriées aussi, mais ils voulaient qu'on ajoute la santé mentale et le bien-être, la vie pleine de sens, en évitant de normaliser la dépression chez les aînés, et ensuite la prévention et la promotion de la santé et l'inclusion des aînés plutôt que la réduction de l'isolement. 2 éléments de discussion très rapides parce que je pense que je suis à moins 3 minutes. Donc, bien que de nombreux défis en matière de santé et de soins soient partagés par plusieurs personnes âgées, les personnes aînées d'expression anglophone font face à des enjeux qu'on pourrait dire peut-être supplémentaires qui sont liés aux barrières linguistiques.
notamment d'avoir accès aux services dans leur langue, l'exclusion des processus décisionnels parce qu'ils ne peuvent pas discuter avec les gens, puis le fardeau émotionnel qui est associé au sentiment d'être déshumanisé ou ignoré. Pour les soins de fin de vie, ben, la qualité des services de soutien à domicile des soins de fin de vie a été largement soulignée par les participants. En 2014, la loi concernant les soins de fin de vie au Québec établit un cadre juridique pour l'accès aux soins palliatifs et l'aide médicale à mourir qui met l'accent sur la dignité, l'autonomie des volontés des patients, mais cette loi mentionne pas du tout explicitement les minorités linguistiques, fait que c'est peut-être un pas d'aller spécifier dans cette loi-là comment les minorités linguistiques peuvent être prises en compte aussi dans cette idée de dignité et d'autonomie.